pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Norvolt a un produit extraordinaire. J'ai confiance que ça va se réaliser, mais il n'y a jamais rien de sûr en économie. J'ai appris ça en affaires, moi, là. Puis ce qui est important, c'est la moyenne au bâton. C'est désolant de voir le premier ministre du Québec partager des déclarations sur l'immigration qui sont carrément fausses. Semble vouloir politiser à tout prix. On est en train d'appeler pour un cessez-le-feu immédiat. Mais une escalade bien au-delà que nul ne maîtriserait. Nous allons tout faire pour que cette proposition soit retenue. Voici Patrick Lagacé. Vendredi le 27 septembre 2024. Merci d'être là. Le jour commence à se lever à Montréal. Aujourd'hui, ça va être ensoleillé, passage nuageux, maximum de 22 pour la fin de semaine. Belle fin de semaine à l'horizon. Samedi, ensoleillé avec passage nuageux, maximum de 23. Dimanche, même chose, du soleil maximum de 24. Je commence avec ce qui se passe en Floride. Floride et les États là autour, je pense à la Géorgie, la Caroline du Nord aussi. Il y a cet ouragan Hélène, qui a été rétrogradé quand même là, au rang de tempête tropicale, mais qui cause beaucoup de dommages présentement. Donc, a touché terre pendant la nuit. 2 millions de personnes sans électricité. La Géorgie est aussi touchée. Il y a une fillette qui a été tuée en Caroline du Nord. Ça a touché terre, cet ouragan-là, comme un ouragan de catégorie 4. Là, c'est une tempête tropicale. N'empêche, on craint des inondations. Il y a des vents extrêmement forts et beaucoup de pluie. Dans certains endroits, là, jusqu'à 15 pouces de précipitations qui sont tombées entre mercredi soir et hier soir. On va parler avec un Québécois là, qui est sur place dans la côte ouest de la Floride. Je veux dire un mot sur ce qui se passe à l'île Bizarre. On l'a évoqué avec Marc tantôt. Il y a un gros tournoi de golf. Ça fait rayonner Montréal. C'est fantastique. Parmi les meilleurs joueurs au monde sont sur place. Là, c'est un tournoi international. Mais pour l'île Bizarre, pour les résidents, ça cause beaucoup de maux de tête parce qu'on a instauré un système de vignettes pour accéder à l'île pour en sortir. Ça cause des maux de tête aux résidents, des problèmes de livraison aussi dans les épiceries, mais aussi dans les pharmacies, par exemple. Il y a des pharmacies, semble-t-il, qui n'ont pas reçu des livraisons de médicaments. Pourquoi? Bien parce qu'on n'a pas laissé passer les camions de livraison. La Ville de Montréal a assoupli certains règlements. Donc, on va faire le point là-dessus. Là, Marc nous disait tantôt à la circulation que ça s'est amélioré, l'accès à l'île avec l'assouplissement des règles, mais le maire de l'île Bizarre va être avec nous. Santé, scoop de Radio-Canada aujourd'hui, vous pouvez lire ça sur le site de Radio-Canada. Québec qui demande aux établissements de santé de couper dans certaines dépenses. Il y a une lettre qui a été obtenue par Radio-Canada du sous-ministre à la Santé qui a été envoyée. Quand on dit les établissements, ce sont les CIS et les CIUS. On exige que le réseau de la santé réduise les dépenses administratives sans toucher aux soins. Déficit projeté en santé cette année, c'est 1 milliard de dollars. Il y a des établissements qui se demandent comment on va faire pour obéir à cette directive de Québec sans toucher à la qualité des services. On va recevoir tantôt le ministre de la Santé, Christian Dubé. On va faire le point avec lui là-dessus. Ce qui est clair, c'est que ce déficit dans les finances publiques, 11 milliards, là, ça pèse sur les services. Donc, retrancher 1 milliard dans le réseau, je sais que c'est un budget d'une 50aine de milliards, quand même, ça cause des maux de tête. Et je veux bien qu'on dise que les économies vont se faire dans la machine bureaucratique. Mais si vous pensez que ça ne va pas affecter les services, écoutez, j'aimerais avoir votre optimisme. Je rappelle qu'en Abitibi-Témiscamingue, cette semaine, c'était une autre nouvelle de Radio-Canada, on a appris que le conseil d'administration du CIS d'Abitibi-Témiscamingue avait une réunion publique. C'était la réunion ponctuelle. Et là, publiquement, parce qu'il y a une portion publique, les administrateurs étaient rassurants. On disait, écoutez, oui, il y a des compressions à faire, 100 millions de dollars dans notre région. On va regarder l'information, on va voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on a su après, parce qu'il y a quelqu'un qui a oublié d'appuyer sur le bouton « off », la conférence s'est poursuivie en direct. Les administrateurs ne le savaient pas. Bien, en privé, ils étaient à s'arracher les cheveux, à se dire, je ne sais pas comment on va faire pour retrancher ce qu'on doit retrancher dans le budget sans affecter la qualité des services.
sans rendre des gens vulnérables qui reçoivent nos services encore plus vulnérables. Donc, vous voyez, il y a un discours public qui est rassurant. Il y a un discours plus pragmatique quand les micros sont fermés ou quand on pense qu'ils sont fermés, qui est pas mal plus inquiétant. Donc, on fera le point avec Christian Dubé là-dessus un peu plus tard à l'émission, à 7h25. Ce qui m'amène, c'est pas un hasard si je mets cette nouvelle-là après celle des compressions en santé, à ces subventions, des millions pour des millionnaires du sport. La presse a un autre scoop ce matin. Québec a donné un autre 500 000 $, une autre subvention pour que la LNH organise des matchs d'un tournoi international à venir en février à Montréal. On le sait, il y a eu les 5 à 7 millions de dollars là, pour attirer les Kings de Los Angeles. Les matchs vont avoir lieu la semaine prochaine au Centre Vidéotron. Il y a eu, on l'a su cette semaine, 16,5 millions de dollars donnés à la PGA pour le tournoi de golf à l'île Bizarre, toujours avec des promesses de retombées fumeuses. Je vous l'ai déjà dit, j'ai des gros doutes sur les retombées économiques qu'on nous présente pour une raison très simple. Les économistes qui ne sont pas reliés au gouvernement, les économistes qui ne sont pas reliés aux organismes qui demandent des subventions, pas juste au Québec, un peu partout en Amérique du Nord, disent subventionner le sport professionnel, c'est un piège à con. Évidemment, les promoteurs vont vous dire que c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Et des fois, le politique va croire sur parole ce que les promoteurs disent. Dans le cas de Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, je vous rappelle que cette semaine, elle a relayé cette fausseté selon laquelle 1 milliard de personnes allaient voir ce tournoi de golf qui a lieu présentement à l'île Bizarre. C'est impossible. C'est pas le genre de rayonnement que le golf professionnel a en général et en particulier à Montréal. On pense pas que 1 milliard de personnes vont voir ça, mais quand même, c'est ce qu'on nous vend pour justifier qu'on donne quelques millions ici et là à des organismes, à des industries qui sont, par essence, milliardaires. Les Kings de Los Angeles, ça a fait 100 millions pendant la saison, de profit pendant la saison 2022-2023. Donc, écoutez, ce sont des industries qui pourraient très bien avoir des activités sans être subventionnées comme ça. Et quand on fait le décompte, ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, on attire de ces industries sportives, on leur donne des milliards, alors que pour des matchs équivalents, pour des tournois équivalents ailleurs, bien, il y a des juridictions qui n'ont pas donné de fonds publics. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on pourrait un jour avoir une sorte de vigie? On peut-tu faire un examen de ces subventions qu'on donne, pas juste aux événements sportifs, mais aussi aux événements culturels? Est-ce que c'est la meilleure utilisation du dollar du contribuable dans un contexte où on rentre dans une austérité qui ne porte pas son nom? Bien, je pose la question. Prochain sujet. Nordvolt. Le premier ministre Legault a fait une sortie sur Nordvolt hier et on peut dire qu'il est lucide. Là, on n'est plus à l'enthousiasme d'il y a un an quand le projet Nordvolt a été annoncé en grande pompe. On n'est plus dans l'enthousiasme qui était très zélé ces derniers mois, si tu osais émettre des doutes sur la qualité environnementale du projet en Montérégie, si tu osais émettre des doutes sur la viabilité de Nordvolt, tu étais accueilli un peu comme si tu ne croyais pas au petit Jésus dans le Québec des années 1950. Là, il y a une lucidité à la lumière des problèmes très sérieux de financement de Nordvolt. Et il a espoir, M. Legault. Il dit « J'ai espoir que l'usine voit le jour ». Et il dit, ce qui compte dans cette matière-là, c'est la moyenne au bâton. Il a rappelé qu'il y a une vingtaine de projets dans la filière batterie. C'est important de diversifier. Je note deux choses. Un, le discours, c'est ça, il est plus lucide. J'aime ça que là, on puisse émettre des bémols, des doutes, sans se faire taxer d'hérétique. Et deux, le premier ministre a raison. La moyenne au bâton compte, puis des fois, il faut prendre des risques. Et j'ai été critique face à certaines actions dans la filière de Nordvolt. Il y a des questions à se poser parce qu'on a des centaines de millions au bâton, les Québécois. Peut-être que c'est un pari qui va fonctionner, mais j'aurais aimé ça qu'on nous le présente comme un pari dès le début, pas comme un investissement absolument sûr. Donc, c'est rassurant de voir que là, il y a un peu de lucidité à Québec. Je vous l'ai déjà dit, ma crainte, c'est que Nordvolt demande du cash à ses actionnaires, demande du cash aux entités qui font affaire avec Nordvolt, comme le gouvernement du Québec. Ça va être tentant. Je disais ça dans des médias, là, dans des médias scandinaves. Ça va être tentant pour tous ceux qui soutiennent Nordvolt de remettre du cash là-dedans. Parce qu'on va se dire, un peu partout, on a déjà mis de l'argent, on ne veut pas que ça crash, on va en remettre.
Est-ce que c'est un pari qui est logique? Seul l'avenir va le dire. Et j'attire votre attention à ce sujet-là, là, sur une chronique à lire dans le journal La Presse aujourd'hui. Paul Journet, c'est une chronique équilibrée sur Nordvolt où il explique le dilemme du gouvernement. Il explique aussi tout ce que Nordvolt ne contrôle pas et tout ce que le gouvernement du Québec ne contrôle pas. Le président français Emmanuel Macron est en visite au Québec et je veux revenir là-dessus. Là, il y a quand même quelques nouvelles qui sont sorties de sa journée d'hier. Donc, il a accordé une entrevue à Radio-Canada, Emmanuel Macron, et dans cette entrevue, il a refusé de réitérer la position traditionnelle de la France face au Québec et face à l'idée de la souveraineté du Québec. Cette politique-là, elle est connue sous un drôle de nom, là, on dit la politique du ni-ni. Donc, ni indifférence, ni ingérence. Et c'est une position traditionnelle que les souverainistes ont toujours appréciée parce que dans l'éventualité d'un référendum sur la souveraineté, si le Québec accédait à la souveraineté, bien, le plan des souverainistes, ça a toujours été d'avoir rapidement la reconnaissance de la France. Et là, dans ces dernières années, bien, il y a des présidents français, disons, qui sont moins chaleureux là-dessus, et M. Macron ne fait pas exception. Il a dit, écoutez, moi, je ne veux pas m'immiscer dans les affaires du Canada, je n'ai pas envie d'interférer dans vos débats nationaux en rajoutant de la complexité ou de l'émotion. On le sent proche de Justin Trudeau aussi, par ailleurs. Et il a dit à Radio-Canada et en conférence de presse aussi là, à quel point il apprécie Justin Trudeau. Il y a eu un moment révélateur dans cette conférence de presse-là. On sait que le modèle d'intégration ici, c'est le multiculturalisme. C'est aussi le cas en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Bien, M. Macron a pris la défense du modèle de laïcité à la française qui est, disons-le, là, assez aux antipodes du modèle de multiculturalisme. Il a envoyé un petit jab aux commentateurs dans les pays anglo-saxons, comme le Canada, sans le nommer, qui ont démonisé le modèle de laïcité à la française. Et il a dit ça, évidemment, en précisant ne pas vouloir s'immiscer dans les affaires d'un autre pays. Disons qu'il a raison, M. Macron, là-dessus. Quand on lit la presse canadienne anglaise, la presse britannique, bien, le modèle de laïcité à la française, c'est souvent présenté comme le démon en personne. L'immigration s'est invitée dans la visite de M. Macron. Là. Il y a eu un échange de mots entre les premiers ministres Legault et Trudeau pendant que la visite française était là. Il y a eu des conférences de presse, il y a eu des moments publics et chacun, M. Trudeau, M. Legault, a lancé des tomates à l'autre lors d'événements distincts avec M. Macron. Donc, il y a François Legault qui veut qu'Ottawa bouge sur l'immigration. Il veut que la prochaine élection fédérale se fasse sur ce thème-là. Et il a dit que la moitié de l'immigration temporaire M. Trudeau, a dit que la moitié de l'immigration temporaire est contrôlée par Québec. Donc, il a dit avec le président Macron à ses côtés, que Québec peut bien réduire ses propres cibles, qu'il attend le plan de François Legault à cet égard-là. Et je dois vous dire que, quand même, je sais que nos débats sont importants, mais c'est toujours un peu gênant d'avoir ces débats-là avec ce ton-là, ces termes-là. M. Trudeau avait l'air très, très fâché. Peut-être a-t-il raison de l'être, mais il y a de la visite à côté. Et je trouvais ça un peu gênant, personnellement, que ces taloches-là entre M. Legault et M. Trudeau se fassent en présence du président de la République. M. Macron, qui a parlé du Liban hier, de tout ce qui se passe dans cette région, il a été questionné sur le choc Israël-Hezbollah, le choc Israël-Hamas à Gaza. Le message, encore une fois, c'est « ça prend un cessez-le-feu de 3 semaines entre Israël, le Hamas et le Hezbollah ». Israël, on le sait, a déjà dit on n'est pas très chaud à cette idée-là. Dans le gouvernement israélien, ça a été annoncé hier, il y a des ministres qui ont dit si on fait un cessez-le-feu avec le Hezbollah, ben je démissionne. Et tout ça dans un contexte où le gouvernement de M. Netanyahou là, s'accroche au pouvoir. C'est pas un gouvernement qui est très, très fort, là, qui est accroché très, très fort au pouvoir. Donc, M. Macron, lui, qui a dit, écoutez, les premiers commentaires d'Israël, ce sont ça. Des premiers commentaires semblent être optimistes, mais je vous le dis, il n'y a pas beaucoup d'optimisme. On va aller à New York un peu plus tard dans l'émission. Il y a une histoire complètement folle de corruption des chefs d'accusation contre le maire de New York lui-même. Eric Adams a été arrêté, il a été accusé au terme d'une enquête fédérale. En gros, semble-t-il, il acceptait de l'argent de gens de la Turquie. Quand il voyageait, M. Adams, et c'était un grand voyageur, s'il allait à Paris, puis je vous le dis, là, un peu comme Montréal, il y a plusieurs vols New York-Paris dans une journée, faisait toujours un détour par la Turquie. Volait toujours sur les ailes de Turkish Airlines, voyageait toujours en classe affaires ou en première classe
et à peu de coûts. À un moment donné, il y a des textos de tout ça, là, et à un moment donné, il y a un appel qui est fait à la compagnie aérienne et on lui donne un surclassement pour 50 $. Et même lui trouve que c'est pas assez. Bref, il y a, semble-t-il, des preuves par texto. Il a été accusé au criminel. Il s'accroche encore une fois au pouvoir. La contrepartie de tout ça, ce qu'on sait, dans ce qui a été présenté hier par les procureurs fédéraux, c'est que Eric Adams serait intervenu pour aider les Turcs à inaugurer plus rapidement leur nouveau consulat à New York. Il y a le premier ministre Erdogan, premier ministre turc, qui était en visite. Il y avait une pression de temps, semble-t-il. L'immeuble n'avait pas été inspecté par les pompiers. Bien, les responsables des pompiers se sont fait dire, si vous ne l'approuvez pas, le building, vous allez être congédié. Tout ça est dans l'acte d'accusation. Et M. Adams qui s'accroche au pouvoir, on va aller parler un peu plus tard à l'émission avec Richard Châteauvert qui est basé à New York. On revient au pays. Cour suprême. La Cour suprême a décidé de ne pas entendre l'appel des gens au Québec qui contestaient les contraventions sur la COVID. La Cour suprême n'a pas donné ses raisons. Quand on refuse d'entendre un appel, bien, toujours le même modus, là, on ne dit pas pourquoi. Mais on retrouve dans les gens qui voulaient aller plaider devant la Cour suprême, là, des gens qui ont été très actifs pendant la pandémie dans les cercles de désinformation, dans les cercles où on nous disait que ce vaccin-là ne fonctionnait pas, était dangereux, que cette pandémie était une invention. Lily Monnier, Stéphane Blais, Richard Guerguis, Denis Larrivée, Sonia Gréwal ont échoué à se rendre en Cour suprême, comme ils ont toujours échoué, les complotistes, devant à peu près toutes les instances judiciaires. Donc, mémo pour les gens qui avaient décidé de braver les interdictions, les règlements, en se faisant dire par des agitateurs, écoutez, prenez le ticket, vous n'aurez pas à le payer. Parce qu'on va les contester, on va gagner en vertu de telle ou telle disposition du code criminel, du code civil ou je ne sais quoi. Vous vous êtes fait mentir. Vous êtes fait mentir par ces gens-là. Je sais que le réveil a été difficile pour beaucoup de gens qui ont eu des contraventions. Ils étaient certains de ne pas devoir les payer et qui ont dû les payer. Donc, c'est la fin du chapitre de la guérilla judiciaire qui avait été lancée là, par les agitateurs de la COVID. Je reste sur le thème de la conspiration. Parce qu'on pensait que ces mouvements-là, ces gens-là, ces agitateurs allaient probablement disparaître avec la fin de la COVID. Mais regardez ce qui se passe en Colombie-Britannique. On va rester sur le thème des théories du complot. Il y a des élections qui s'en viennent en Colombie-Britannique. Le NPD est au pouvoir et les conservateurs sont dans l'opposition, sont au coude à coude. Le NPD est contesté pour plein de raisons, dont la gestion de la crise des opioïdes. Et le chef conservateur, c'est un type qui s'appelle John Rustad. Et lui, dans son parti, il accueille plein de candidats conspirationnistes. Plein de candidats qui se sont distingués pendant la pandémie par des propos conspirationnistes, négationnistes aussi. Il les défend tous quand il y a des vidéos, des publications passées qui remontent à la surface. Et lui-même a des vues conspirationnistes. Il y a des vidéos de son passé qui refont surface. D'abord, il a dit regretter d'avoir pris ce qu'il appelle le soi-disant vaccin de la COVID. Et il est aussi allé dans une conférence de conspirationnistes il y a 1 an ou 2, là, où des leaders du mouvement des camions étaient présents. Et il nous dit que bientôt, ça c'est le point le plus fou, il nous dit que bientôt nos enfants vont être forcés de manger des insectes. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi ce gars-là dit cette phrase-là à ce moment-là, manger des insectes. Ça sort d'où? Ça sort des bas-fonds de l'Internet. Dans les sites conspirationnistes, dans les cercles conspirationnistes, il y a cette certitude-là que les élites vont nous forcer à manger des bébites pour qu'on arrête de manger de la viande, par exemple, parce que la viande, c'est pas bon pour le climat. C'est une théorie du complot qui n'a aucun sens, et vous le voyez avec la Colombie-Britannique, ça commence à s'immiscer, pas juste dans la vie sociale, mais dans la vie politique. Ce monsieur-là, John Rustad, malgré ces vues-là, risque de devenir premier ministre de la Colombie-Britannique très rapidement. Je termine avec ce qui se passe dans l'arrondissement Ville-Marie, autour du village gay. Là, quand on parle de crise des opioïdes, c'est pas juste en Colombie-Britannique, il y a des crises liées à la drogue, l'itinérance, la santé mentale à Montréal, et l'épicentre, c'est pas mal le village. Bien, il y a des édifices, dont l'édifice de la FIC, le syndicat des infirmières, qui ont mis, puis il y a des privés, il y a des particuliers aussi qui le font, qui mettent des barbelés en haut de leur clôture. Écoutez,
moi, j'ai vu des barbelés dans ma vie là, en milieu urbain 2 fois. En Haïti et en Afrique du Sud, 2 pays où l'insécurité règne. Évidemment, on ne peut pas comparer Montréal à Haïti, on ne peut pas comparer Montréal à l'Afrique du Sud, 2 réalités différentes, mais ça dit à quel point les gens sont tannés. Pourquoi ils mettent des barbelés autour du village, autour des commerces, autour des résidences? Bien, parce qu'ils se font voler. Ils trouvent des gens qui sont vulnérables, entre guillemets, dans toutes sortes de positions, dans leur cour et des fois dans leur cuisine. Merci d'être là. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal, voici Patrick Lagacé. Hier, le journal Le Soleil nous apprenait que le gouvernement, qui a déjà réduit de moitié là, le recours aux agences privées jusqu'ici cette année. Donc, c'est une bonne nouvelle. On veut se sevrer des agences privées pour ramener des gens dans le réseau public. On va parler de tout ça et d'autres sujets avec le ministre Christian Dubé, ministre de la Santé, qui est au bout du fil. Monsieur Dubé, bonjour. Oui, bonjour, M. Lagacé. Donc, j'ai lu ça dans Le Soleil hier. Vous deviez être content. C'est l'objectif qu'à terme, on n'ait plus recours aux agences privées. Oui, tout à fait. Alors, non, c'est une très bonne nouvelle. Puis même, je pense que c'était clair dans l'article qu'on est même un peu en avance. Alors, donc, on a été capable non seulement de s'affranchir dans nos grands centres urbains, mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on ramène plusieurs de ces infirmières-là qui étaient dans les agences, dans le réseau. Alors, on a comme un double bénéfice. Alors, très content de ça. Je vous ai entendu hier avec Philippe Quentin, justement, parler du retour de ces employés vers le public. Mais est-ce qu'on a quantifié le nombre d'infirmières qui sont revenues? Environ la moitié. Sur les 4000 dont je parlais hier, effectivement, il y a peut-être quelque chose comme 1700 ou 1800 infirmières, ce qui est très, très bon. Très, très bon. OK. Là, il y a cette nouvelle qui est sortie hier. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'était à la une du Journal de Montréal, le CUSUM, le Grand Centre hospitalier universitaire anglophone, qui ne veut plus avoir à traiter des gens du 450. Est-ce que c'est acceptable que tout le monde au Québec paye pour les hôpitaux universitaires de Montréal, mais que c'est juste les gens de Montréal qui peuvent se faire traiter dans des hôpitaux universitaires comme le CUSUM? Non, j'ai été très clair hier, M. Lagacé, là, quand j'ai su ça. D'ailleurs, aussitôt, j'ai contacté notre sous-ministre, mais aussi Santé Québec. Écoutez, c'est clair dans la loi. Quand on a revisé la loi l'an dernier, la loi sur les services en santé, un Québécois peut être servi n'importe où au Québec, peu importe son code postal. Alors, c'est une... moi, j'ai demandé au sous-ministre hier de refaire une mise à jour pour s'assurer que ce principe-là est respecté pour tous les Québécois. Mais comment on en arrive dans un centre hospitalier comme le CUSUM à une décision semblable qui fait pas de sens, qui est à sa face même injuste pour tous ceux qui sont pas à Montréal? C'est quoi le raisonnement bureaucratique qui mène à cette décision-là? Bien, écoutez, moi, je pense que ça a été probablement décidé pour des raisons budgétaires. Donc, de dire, on n'a peut-être pas en ce moment des budgets pour servir tout ce monde-là, mais c'est pas la façon de travailler. La façon de travailler, c'est de dire, ben écoutez, si vous n'avez pas les budgets pour le faire, comment on peut réorganiser vos budgets pour tenir compte que vous avez peut-être plus d'achalandage que prévu, parce que ça veut dire aussi que le CUSUM donne un bon service, on s'entend. Alors, mais c'est pas la façon de décider de couper dans les services, parce que la population a besoin d'être servie. Moi, je pense, j'en ai des résidents, là, moi, à Candiac, à la Prairie, qui travaillent à Montréal, puis dans la journée, c'est même plus facile pour eux d'aller faire leurs tests ou leurs prélèvements au CUSUM plutôt que d'avoir arriver dans leur hôpital, par exemple, sur la Rive-Sud. Alors, c'est ça le principe, c'est pour ça qu'on l'a reconfirmé dans la loi l'an dernier, puis la loi doit être respectée. Scoop de Radio-Canada ce matin, là, Québec demande aux établissements de santé de couper dans certaines dépenses. Les établissements de santé, ce sont les CIS et les CIUS. On va rentrer dans le détail, vous et moi, dans un instant, mais d'abord, je veux juste qu'on clarifie les chiffres. Là, on parle d'1 milliard de dollars à couper dans le réseau. Est-ce que c'est bel et bien 1 milliard? Moi, j'entends là, que c'est peut-être même 2 milliards. Bon. On va rentrer dans les chiffres, là, puis je pense à ceux qui sont dans leurs autos ce matin. Je vais dire que ça se passe. Premier café? C'est ça, premier café. On va garder ça simple.
Premièrement, il n'y a pas de coupure qui est demandée. Je veux juste... Là, on ne jouera pas sur les mots, là, vous me connaissez, là, je vais être direct, OK? Le budget qui a été demandé à tout le monde cette année est supérieur à ce qui a été donné l'an dernier. OK? Donc, dans tous les établissements, ils ont plus d'argent disponible que l'an dernier. Il n'y a pas de coupure. Ce qui est différent dans la rigueur budgétaire qu'on a demandé, puis je rappelle à tout le monde, là, les Québécois, il faut qu'ils en aient pour leur enfant. Puis ça, c'est mon grand principe. Il y a beaucoup d'établissements de CIS et des SUS, comme vous avez dit tout à l'heure, qui ont dépassé leur budget l'an dernier, pour une foule de raisons. Je vous donne un exemple, dans plusieurs, c'est les fameuses agences indépendantes, ce qu'on appelle la main-d'œuvre indépendante, les agences privées. L'an dernier, ça nous a coûté 2 milliards dans le réseau, ça. 2 milliards. Alors, cette année, j'ai dit, il n'y aura pas d'exception. Vous devez respecter le budget que vous avez l'an dernier. Mais la plupart des gens qui, en ce moment, se plaignent qu'on a cette rigueur budgétaire, ils disent, l'an dernier, vous nous avez laissé faire un déficit. Parce que les gens ont dépassé leur budget pour plusieurs raisons, dont celle dont je viens de vous donner. On dit, écoutez, la loi est claire, vous ne pouvez pas faire de déficit. Alors là, on leur a donné les moyens. C'est pour ça qu'on a travaillé très fort pour justement, entre autres, enlever les agences puis leur donner d'autres ressources. Moi, je suis content qu'on ait enlevé 1 milliard, 2 milliards des agences, mais je veux que ça les aide à respecter leur budget. Alors, soyons très clairs. L'argent est plus grand et il y a plus de budget cette année, mais respectez votre budget. Il y a plus d'argent, mais vous le savez, chaque année, il y a des besoins de plus en plus grands. Puis là, je vous écoute, puis vous êtes rassurant, M. Dubé, mais je vous amène sur un sujet connexe, là. Cette semaine, il y a le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Le conseil d'administration avait une séance publique, une séance privée. Ils ont oublié de fermer le micro, puis on a entendu ce qu'ils ont dit en privé. Puis en public, comme vous, ils étaient rassurants, les gens du CIS, en disant non, écoutez, on va trouver une façon de couper 110 millions sans que ça paraisse trop, pensant qu'ils étaient loin des oreilles des citoyens en privé. Vous le savez ce qui s'est passé. Là, ils s'arrachent les cheveux. Ils ne savent pas comment ils vont couper 110 millions sans toucher au service. Fait que je comprends que ce que vous demandez aujourd'hui, ce qui est révélé sur le site de Radio-Canada, c'est de juste couper dans l'administration. Mais on pourra pas atteindre les cibles de compression juste en touchant à la couleur du papier, là. Non, mais c'est toujours un peu délicat pour moi de parler d'un 6 plutôt qu'un autre, là, parce que... Oui, mais c'est assez révélateur, je pense, quand même. Là. OK, mais prenons cet exemple-là, mais pour revenir au principe de tout à l'heure. En Abitibi, comme en Outaouais, comme en Côte-Nord, ce sont des établissements qui ont eu le plus grand coût de main-d'œuvre indépendante. OK? Donc, à l'intérieur du déficit qui a été fait l'an dernier, moi, le commentaire, je l'associe beaucoup à dire, bon, maintenant, cette année, j'ai 12 mois pour être capable de m'affranchir des agences, de m'assurer que je le respecte. Puis si je ne suis pas capable de le faire, est-ce que je vais demander de l'aide? Moi, je suis allé les voir cet été, là. Toutes ces régions-là, l'Abitibi, l'Outaouais, la Côte-Nord. On a eu ces discussions-là. C'est sûr que c'est pas facile pour des gestionnaires, mais c'est ça qu'on leur demande. Trouvez-nous des solutions. C'était très facile jusqu'à maintenant, surtout avec la pandémie, de faire affaire avec des agences, de payer 200$ de l'heure, des gens comme ça. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être rigoureux. Puis moi, c'est ça que je demande. Est-ce que c'est difficile pour les gestionnaires en ce moment de faire cette transition-là? Il y en a qui sont capables de le faire. Puis c'est ça qu'on va suivre. Puis ceux qui ne seront pas capables de le faire, je pense qu'ils vont avoir une commande très claire. Mais comment vous allez savoir de Québec, puis vous le savez, il y a plusieurs paliers entre Québec et le terrain, là. Comment vous allez faire pour savoir de Québec que dans la région A, B ou C, là, on a vraiment coupé dans le papier, dans l'administratif, puis on n'est pas allé couper dans les services pour atteindre les cibles budgétaires? Bien, premièrement, je dirais pas que je suis content, mais quand j'entends des reportages de Radio-Canada ou des lettres qui sont coulées, ça me donne une bonne idée de ce qui se passe dans le réseau. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, ce que je veux dire, regardez, vous me le dites, là, comment ça se fait qu'on entend telle conversation ou telle lettre qui est coulée. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Par contre, avec l'arrivée de Santé Québec, puis rappelez-vous, là,
C'est ça que j'ai demandé à Mme Biron puis à son équipe là, qui est en train d'être finalisée. Bien, dites-moi pourquoi certains réussissent puis d'autres pas. Avant, on était le travail qu'on demandait de cette coordination-là. On n'avait pas l'équipe pour le faire. Là, on a une équipe qui est là, qui va dire, bien, écoutez, je vous donne un autre problème. J'ai quelqu'un qui a décidé, lui, qui baissait ses chirurgies en clinique privée. Bien, voyons donc, c'est une autre façon de couper dans les services. Vous ne ferez pas ça. Alors, quand j'ai entendu ça, on va corriger la situation pour dire, non, on a besoin de ces services-là parce qu'il y a des patients qui ont besoin de faire des rattrapages de chirurgie. Alors, des fois, c'est plus facile pour des gestionnaires de prendre la voie plus facile. C'est pas ça. Fait que ce que vous dites aux gens du réseau, c'est s'ils ont connaissance de coupeurs qui touchent les services, ben coulez l'information aux médias pour que ça se rende à vous. Bien, écoutez, en ce moment, là, je vous le dis, Santé Québec n'est pas encore arrivé. Ils sont en train de finaliser leurs équipes. M. Abergel a fait une tournée des régions, là, qui est le nouveau chef des opérations. On discute avec lui 2-3 fois par semaine en ce moment pour s'assurer que cette transition-là est là. Idéalement, j'aurais pas besoin que ça coule, ces nouvelles-là. Mais en ce moment, quand les gens sont pas contents, bien, qu'ils le fassent, puis qu'on soit capable d'être informés pour s'assurer que les Québécois vont en avoir pour leur argent. OK, je reviens juste un petit peu. Je vais reculer la cassette, M. Dubé, là, de quelques secondes. Pas ma cassette. Non, la cassette de notre entrevue. C'est-tu 1 milliard à couper ou 2? Non, j'ai pas de... En ce moment, là, j'ai un estimé qui m'a été donné, que j'ai travaillé après 5 mois. On en a discuté cette semaine. Je ne rentrerai pas dans les chiffres. Mais moi, tout ce que j'ai discuté cette semaine, c'est comment on va s'assurer qu'on respecte le budget. Moi, je me suis engagé... Mais il y a une cible. Pardon? Il y a une cible qui est chiffrée. Non, il y a une cible. La cible, c'est 0. J'ai un budget Non, de je sais, mais 55. dans ce que vous avez demandé, là, dans ce qui a été demandé au CIS, au CIUS, c'est la nouvelle de Radio-Canada aujourd'hui, on parle d'1 milliard, mais il y a d'autres bruits qui disent que c'est peut-être 2. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais ça, je ne commenterai pas là-dessus, M. Lagacé. Moi, ma job, c'est m'assurer que ça va être 0. C'est ça qu'on s'est engagé au ministre des Finances puis à Mme Lebel. Puis écoutez, 55 milliards, c'est beaucoup d'argent. Il y a des endroits où on peut mieux gérer. C'est ça qu'on demande à Santé Québec. Et c'est ça qu'on va faire au cours de la prochaine année. OK, M. Dubé, avant de vous laisser partir, je veux vous mettre un sourire dans le visage parce que c'est vendredi. Fred Labelle, notre chroniqueur aux affaires numériques, nous a fait rire cette semaine parce qu'il est tombé sur une Québécoise qui a trouvé la façon d'avoir un médecin de famille. Fred. C'est exit le site Rendez-vous Santé Québec, exit le guichet d'accès à la première ligne. On a trouvé mieux, M. Dubé. Le système, comment il est fait ici, j'ai plus de facilité à trouver un médecin sur Tinder puis lui demander des affaires par rapport à ma santé que d'avoir un rendez-vous à la clinique actuellement avec un médecin. Voulez-vous recommander ça aux Québécois, d'aller sur Tinder se trouver un propre médecin de famille? Bien, je vais regarder. Je connais pas. Je sais que j'ai des enfants qui ont déjà utilisé Tinder. Je vais leur demander comment ça fonctionne, puis j'irai voir si je peux me trouver un médecin. On va vous faire envoyer... Je suis pas mal sûr que vous avez déjà un médecin. Merci beaucoup. On va vous faire envoyer le lien de cette influenceuse. Monsieur Dubé, bonne fin de semaine. Merci d'avoir été avec nous. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci, Fred. Ça fait plaisir. Merci. Mais semble-t-il que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins sur Tinder. Oui, semble-t-il. Puis en tout cas, c'est peut-être la façon moderne d'aller se trouver un médecin, un chirurgien. Faire une pierre deux coups? Ben oui, une pierre au rein. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Faisons le point sur ce qui se passe en Floride et dans les États du sud des États-Unis, la Géorgie, la Caroline du Nord, du Sud aussi, qui ont été frappés par des vents très violents. L'ouragan Hélène qui a touché terre dans les dernières heures. L'ouragan était un ouragan, ça a été rétrogradé au rang de tempête tropicale quand même. Ça cause des dégâts, beaucoup de pluie, des inondations potentielles et évidemment beaucoup de vent. Daniel Tremblay est un courtier immobilier. On le rejoint dans la région de Tampa Bay. Monsieur Tremblay, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous parler encore. On s'était parlé hier et là, l'ouragan a touché terre. Comment ça se passe là, dans l'ouest de la Floride? Bien, si on est un petit peu dans les terres, ça va bien. Il n'y a plus de vent ici, c'est terminé. C'est comme s'il y avait, quand on regarde par la fenêtre, comme s'il n'y avait jamais eu d'ouragan. Mais si on est sur le bord de l'eau, que ce soit à Saint-Pétersbourg, à Tampa,
à Sarasota, dans les îles, une île très connue des Québécois, c'est l'île de Siesta Key, l'île d'Anna Maria. Là, on parle d'inondations partout. Hier soir, il y avait un des ponts qui était fermé sur Anna Maria, sur Siesta Key. Il y avait beaucoup de personnes âgées que j'ai vu passer sur les postes là, qui étaient prises dans leur maison. Les enfants cherchaient à avoir de l'aide. Malheureusement, les services d'incendie policiers, tout ça, étaient trop occupés pour pouvoir secourir les gens. Ça a été, on dit que depuis 50 ans, c'est le deuxième plus grande inondation qu'on a sur la côte ouest. Les ponts, le pont connu, le Skyway Bridge, qui relie Tampa, la baie de Tampa avec Bradenton, le beau pont là suspendu, est fermé encore. Il y a plusieurs ponts qui sont fermés vers les îles. L'aéroport de Tampa est encore fermé. Donc, ça n'a pas été la pluie ici. Ça a été les marées incroyables qu'on a eues, la montée des eaux. Donc, c'est ça qui ça a été dangereux pour nous. Maintenant, lorsqu'on est à Tallahassee, là, c'est une autre histoire. Eux autres, ça a été les vents, ça a été la pluie, ça a été les montées d'eau encore 2 fois, 3 fois plus hautes qu'on a eues ici. OK. Monsieur Tremblay, c'est des images là, qui sont assez spectaculaires. Donc, on espère qu'il n'y aura pas plus de pertes de vie. Déjà, 3 personnes dans la région là, qui ont perdu la vie. Mais vous êtes courtier immobilier. Là, prenons un pas de recul. Ça veut dire quoi, tous ces ouragans? Et ils sont de plus en plus nombreux, souvent de plus en plus forts dans le sud des États-Unis, notamment en Floride. Ça veut dire quoi quand on a une propriété ou quand on veut acheter une propriété en Floride? On n'y échappe pas personne, peu importe où on est, là, c'est soit des ouragans plus violents, plus de feux de forêt, plus de ci, plus de ça, plus de canicules. Si on est un Québécois, mes clients qui m'appellent, qui recherchent une propriété, il faut toujours acheter dans un endroit et un immeuble qui va être sécuritaire. Moi, où j'habite présentement, moi, je suis à Lakewood Ranch. C'est dans la ville de Bradenton. Je suis dans les terres. Moi, ce matin, là, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'ouragan. Je regarde les photos, je regarde les reportages, je me dis, mon Dieu, quel enfer, puis c'est juste à 10 km de chez moi. Alors, il faut acheter dans un endroit où on n'est pas près d'un cours d'eau. Oui, c'est beau le golfe du Mexique, puis c'est bien d'être sur le bord de la mer, mais achetez 10 minutes à l'intérieur des terres. Prenez un bâtiment en béton de 1 ou 2 étages. Si c'est un condo, 3 étages maximum, en béton, pas à côté d'un gros cours d'eau. C'est ça qui est important. Lorsqu'on est sur une île, on va toujours y goûter. Puis là, évidemment, l'impact que ça va avoir, c'est que on n'a pas les chiffres, bien entendu, mais j'imagine qu'on va être dans les milliards de dollars de dommages encore. Et ça va avoir un effet, un rebound, un effet sur les tarifs d'assurance l'année prochaine. Et ça va encore augmenter. Donc, depuis 3 ans, les assurances ont pratiquement triplé en Floride. C'est ça, parce que ce sont de bons conseils que vous donnez là, si les gens veulent acheter dans la région. Sauf que même si on est loin des cours d'eau, on n'échappe pas, on va casquer avec les assurances, les primes d'assurance qui vont augmenter. C'est vrai qu'il y a des assureurs qui ont décidé de ne plus assurer dans certaines régions en Floride? Oui, il y a soit des plus petits assureurs ou des gens qui ont des compagnies qui n'ont pas des portefeuilles assez solides, qui ont décidé de ne plus être là. Mais il reste encore plusieurs compagnies qui assurent. Il y a aussi une compagnie qui je cherche le mot français, mais qui est comme supportée ou backée par le gouvernement. C'est une compagnie qui s'appelle Citizens. Alors, eux, ils n'ont pas le choix de vous assurer. Lorsqu'on les appelle, ils vont vous assurer. Donc, encore là, si on a un condo sur une île, sur l'île de Siesta Key, je vais prendre cette île comme exemple, eh bien, attendez-vous de payer 3 fois plus cher. Et en plus, vous allez devoir avoir des assurances inondation si vous avez une hypothèque. Ça va être obligatoire. Donc là, vous allez retrouver des primes d'assurance de 6 000 $ par année pour un petit condo de 300 000 $, alors que si vous êtes à 10 minutes, 15 minutes de la plage, ça va être la moitié prix. Donc, il faut acheter stratégiquement, tant au niveau des assurances qu'au niveau de la sécurité pour vous, là. Sage conseil. Merci beaucoup, M. Tremblay. C'est la 2e journée où on fait des entrevues avec vous. Vous avez été très généreux de votre temps. Prenez soin de vous. Et puis, bonne chance aux gens de la Floride. Merci, Patrick. À la prochaine. Daniel Tremblay, courtier immobilier dans la région de Tampa Bay depuis
14 ans. J'accueille en studio une de mes collègues de la presse, la journaliste d'enquête Ariane Lacourcière, qui signe avec sa collègue Gabrielle Duchesne un reportage à paraître en fin de semaine qui est assez intéressant. On a tous déjà entendu de ces interdictions qui frappent les cours d'école, les élèves dans les écoles, des interdictions de toutes sortes. On a déjà vu là, un règlement qui disait que les élèves doivent ramper, par exemple, quand la cour d'école est enneigée, glacée, pour éviter les chutes. Bien, mes deux collègues de la presse ont décidé de plonger dans 450 codes de vie au Québec pour trouver les plus belles absurdités. Et il y en a des belles. Salut, Ariane. Salut. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, à toi et à Gabrielle, de plonger dans les règlements un peu niaiseux des codes de vie? Bien, en fait, ça émane de discussions de salle de rédaction, comme on a souvent à la rentrée, des parents qui regardaient le code de vie de leurs enfants puis qui trouvaient comme ça, à gauche, à droite, des trucs un peu plus surprenants. Donc, on s'est dit, pourquoi pas éplucher les codes de vie de plusieurs écoles pour voir qu'est-ce qu'on pourrait y trouver. Explique aux auditeurs ce que vous avez découvert dans cette enquête-là en termes d'absurdité là, qu'on impose aux élèves. Bien, je vais vous en faire peut-être une petite liste. Là. C'est sûr que je veux dire qu'il y a certains codes de vie qui sont plutôt généraux où est-ce qu'il n'y a rien à signaler, mais à certains endroits, on recommande différentes choses comme ne pas sauter dans le vide en se balançant, ne pas chasser d'insectes, ne pas se placer à cheval sur une balançoire, pas ramasser de feuilles, pas tourner sur soi-même sur une balançoire, pas se tenir debout sur une plaque de glace. Tantôt, vous en parliez, le fameux à genoux sur la plaque de glace. Plus généralement, pas se chamailler, pas jouer à la guerre. Le roi de la montagne s'interdit. Pas de bataille de neige, pas de transporter un élève sur notre dos, pas prendre d'élan pour sauter dans un traîneau. Puis aussi, plus globalement... Pas prendre d'élan pour se lancer dans un traîneau. Oui, pas éviter les acrobaties, donc plus général, des fois, comme consigne. Puis aussi, je dirais que ça revient souvent, jouer prudemment. Puis c'est un peu aussi cet élément-là qu'on a considéré parce que en janvier dernier, il y a eu un avis de la Société canadienne de pédiatrie qui recommandait le jeu risqué. Donc, c'est un peu la toile de fond. On encourage les parents à laisser les enfants jouer, puis peut-être aussi se casser la gueule. Puis on disait même dans cet avis-là, Ariane Lacourcière, tu sais, s'il se casse un bras, c'est moins grave que si on le surprotège parce que ça va causer toutes sortes de problèmes après ça dans sa vie adolescente, adulte. Exactement. C'était vraiment un avis qui avait fait beaucoup jaser là, parce qu'on recommandait notamment de laisser les enfants jouer avec des allumettes. Là, c'était peut-être le truc qui avait fait le plus jaser. Mais essentiellement, c'est que l'avis des pédiatres, c'est de dire que de permettre un certain jeu risqué aux enfants, ça leur permet de développer des meilleures compétences physiques puis d'améliorer leur résilience pour mieux gérer l'anxiété. Donc, ça a vraiment toutes sortes d'avantages. Puis on notait là, qu'il faut essayer de se déplacer plus vers la sécurité nécessaire et non pas la sécurité à tout prix. Donc, c'est un peu... Je t'écoute parler, Ariane, de ces interdits là, au nom de la sécurité. Puis je me souviens de ces écoles, de ces centres de services scolaires qui avaient décrété des pédagogues, journée pédagogique lors de l'éclipse, je pense que c'était au mois d'avril. Qu'est-ce qui explique cette prudence extrême? Bien, en fait, du côté des écoles, il y a toutes sortes pour les règles, parce que nous, nos règles, ça concerne surtout les règles dans les cours d'école. Donc, les écoles disent c'est plus facile de permettre le jeu risqué à un enfant versus 200, 300 enfants qui sont là en même temps. Donc, il y a une question de la gestion du nombre. Bon, non, mais attends, de là à dire aux enfants, chassez pas les insectes. Oui, bien là, on rentre dans un cas pas mal précis, mais je comprends effectivement que les pédiatres, puis il y a certains experts qui disent c'est pas nécessaire d'aller jusque dans ce détail-là. J'ai aussi une experte qui souligne, puis c'est pas nécessairement un blâme sur que les écoles, c'est vraiment comme les parents, la société qui se déplace de plus en plus vers on met une sécurité autour des enfants. Puis l'experte en jeu risqué, elle, ce qu'elle me mentionne, c'est qu'on a une perception maintenant des enfants comme des individus un peu incompétents, qu'on doit accompagner à tout prix puis encadrer, alors qu'autrefois, on considérait qu'un enfant, c'est compétent puis ça peut gérer son propre risque. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question d'assurance aussi? Il me semble avoir déjà entendu ça entre les branches, là, que ces règlements-là viennent du fait que les centres de services scolaires veulent absolument pas avoir à faire des réclamations aux assureurs. Ah, tout à fait. Les directions d'école nous mentionnent ça, les risques de poursuite. Nous soulignent aussi que dès qu'il y a une blessure qui survient, les parents sont les premiers à surgir à l'école puis à critiquer, en fait, le manque de sécurité et que les parents s'attendent à ce que l'école surveille leurs enfants aussi bien que nous, en 1 pour 1 avec eux, alors qu'il y a la question du nombre que je mentionnais. Donc, c'est ce qui explique. Puis parfois aussi, il y a des questions beaucoup plus concrètes là, sur les règles. Des fois, c'est la configuration de la cour d'école. Des fois, c'est pas permis. Pas possible. On peut lire ça dans la presse quand? Demain.
Demain, parfait. Demain dans la presse, donc, un grand reportage qui a nécessité beaucoup de recherches, 450 codes de vie à creuser comme ça sur les règlements les plus insolites pour assurer la sécurité des enfants. Merci Ariane Lacourcière. Merci. On peut lire le reportage d'Ariane et de Gabriel Duchesne demain. Voici Patrick Lagacé. On va aller à New York parce qu'il y a eu une bombe hier. On se doutait qu'il y avait quelque chose de pas très net avec le maire de New York, Eric Adams. On savait qu'il était sous enquête. Très tard, jeudi soir, c'est tombé. Mercredi soir, c'est tombé et hier, ça a été la bombe. Il est accusé de faits de corruption, aurait été corrompu par des gens liés à la Turquie. Notre ami Richard Chateauvert, correspondant à New York, qui est au bout du fil. Bonjour, Richard. Bonjour, Patrick. C'était pas une surprise, mais quand même, ça a été une bombe. Ah, ça a été une super bombe. Bon, il y a une enquête qui a été ouverte il y a un an. Il y a un an, les cellulaires du maire ont été saisis. D'ailleurs, dans l'acte d'accusation, on dit que 2 cellulaires et un iPad ont été saisis en novembre 2023. Et le lendemain, il y a eu un subpoena délivré au maire pour son téléphone personnel. Et là, il a dit aux enquêteurs du FBI, « Bien, j'ai changé le mot de passe pour pas que mes employés puissent accéder au téléphone et effacer des données par inadvertance, mais j'ai oublié le nouveau mot de passe. » Mon chien a mangé le devoir aussi. Exactement, c'est exactement la situation. Écoutez, la situation est très grave. Eric Adams, premièrement, c'est le 2e maire noir de l'histoire de New York. Il a fait carrière dans la police, il a été sénateur à la législature de l'État de New York, puis maire de l'arrondissement de Brooklyn, avant d'être élu maire de New York en 2021. Mais comme tu l'as dit, Patrick, tout tourne autour des relations du maire avec la Turquie, qui, selon l'acte d'accusation, ont commencé en 2015, lorsque M. Adams était maire de l'arrondissement de Brooklyn. Il est accusé d'avoir reçu pour 123 000 $ de dons qu'il n'a pas déclarés. Essentiellement, le maire a fait de multiples voyages avec la compagnie aérienne Turkish Airlines, qui appartient au gouvernement turc, et ces voyages étaient payés par de riches hommes d'affaires turcs. M. Adams payait une somme nominale, très minime, et il était toujours surclassé, se retrouvant en classe affaires, et chaque fois qu'il faisait un voyage à l'étranger, il passait par Istanbul, c'était toujours organisé par la Turkish Airlines. Il est allé en Inde, en France, au Sri Lanka, en Chine et en Hongrie, toujours en passant par Istanbul. Et en échange, il aurait notamment forcé le service des incendies de New York à délivrer un certificat d'occupation avant l'inauguration d'une tour de 36 étages construite par le gouvernement turc face au siège des Nations unies ici à Manhattan. Les inspecteurs du service des incendies estimaient que la tour ne satisfaisait pas aux normes de sécurité. Le certificat d'occupation a quand même été délivré juste à temps pour la visite du président turc Recep Erdogan et l'inauguration de la nouvelle tour. Richard, il faut le dire, l'entourage de M. Adams est aussi inquiété par des enquêtes criminelles. Là. Il y a le commissaire de police de New York, par exemple, qui a dû démissionner. Oui, ça, c'est arrivé il y a 2 semaines. Non seulement le commissaire de police a démissionné, mais le directeur de la commission scolaire a annoncé cette semaine qu'il prenait sa retraite. Lui aussi fait l'objet d'une enquête et tous ces gens, les téléphones cellulaires de tous ces gens ont été saisis. Donc, le commissaire de police qui a démissionné s'appelait Edward Caban et il a un frère jumeau, James, policier corrompu qui a été congédié de la police en 2001. Lui dirige une société assurant des services de sécurité pour les bars et boîtes de nuit. Un propriétaire de bar a déclaré que le frère du commissaire lui avait dit que s'il versait 2 500 $, il n'aurait plus de problème avec la police concernant de multiples plaintes de bruit excessif visant son établissement. Donc ça, c'est une des enquêtes. Il y a l'enquête qui... Puis ça, c'est 2 frères. Là, on a 3 frères. Le directeur de la commission scolaire, David Banks, son frère, Philip Banks, qui est maire adjoint pour la sécurité publique, et le 3e, Terrence Banks, qui est propriétaire d'une firme de consultants. Lui, Terrence Banks, a constitué cette firme de consultants. Il a notamment comme client une société de technologie dans le domaine de l'éducation. Cette société a obtenu un contrat de 1,4 million de $ avec la commission scolaire. Donc, beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'insécurité au sein de l'administration municipale. Il faut dire que New York, c'est 300 000 salariés dans la fonction publique. C'est gigantesque. Le maire refuse de démissionner.
Il dit, je vais continuer mon horaire tous les jours comme si de rien n'était. Il va comparaître ce matin. Mais, est-ce qu'il pourrait être destitué? Il pourrait être destitué par la gouverneure de l'État. C'est elle qui a le pouvoir de destituer le maire. Mais dans un communiqué, la gouverneure a déclaré qu'elle analysait la situation. Elle a ajouté qu'il appartient au maire de démontrer aux habitants de New York qu'il est en mesure de diriger la ville. Mais Patrick, nous sommes à moins de 6 semaines des élections fédérales du mois de novembre. Je ne m'attends pas à ce que la gouverneure agisse avant ces élections pour ne pas mettre en colère les supporters du maire Adams qui sont très nombreux dans la communauté noire. Autre détail, Patrick, les observateurs disent que ce n'est pas anodin que les accusations aient été portées cette semaine au moment où c'est l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies ici à Manhattan et au moment où de nombreux chefs d'État et de gouvernements étrangers se trouvent ici. C'est pour envoyer un message à tous ces gouvernements étrangers de ne pas s'immiscer dans les élections américaines et de ne pas corrompre les hommes politiques américains. Fascinante affaire. Merci beaucoup, Richard. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Merci. Je vais vous présenter maintenant une dame, Amélie Boucher, mère de 7 enfants. Donc, vous imaginez que côté logistique, quand on a 7 enfants, c'est assez costaud. Mais elle et sa famille ont vécu un drame il y a quelques semaines, le 11 septembre. La famille a tout perdu dans un incendie. C'est pas facile de trouver un nouveau logement pour héberger tous ces gens-là. On la rejoint immédiatement. Madame Boucher, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, peut-être nous raconter ce qui s'est passé le 11 septembre. En gros, dans le fond, moi, j'étais avec mes 2 plus jeunes à la maison, de 4 ans et 2 ans. Puis, on faisait la sieste en après-midi. Puis, un incendie s'est déclaré dans la maison. Moi, je me suis juste réveillée parce qu'il y a une forte odeur de fumée qui m'a réveillée, en fait. Puis, en me rendant vers mon salon, j'ai vu que c'était en flammes. J'ai juste eu le réflexe de sortir rapidement avec mes 2 plus jeunes à l'extérieur. On était juste nous, là. Puis finalement, la maison a pris feu très, très rapidement, là. Donc, c'est ce qu'on a vécu à ce moment-là. Qu'est-ce qui a causé l'incendie? On n'est pas certain exactement ce qui aurait causé l'incendie. Puis, dans le fond, nous, je sais que les pompiers, tout ça, on fait leur enquête. C'est sûr que c'est pas criminel. Mais on ne sait pas c'est quoi exactement. C'était-tu un bris électrique? C'était-tu autre? Donc, dans le fond, nous, on attend les rapports. OK. Donc, vous et votre conjoint, Amélie, vous avez 7 enfants. Là, vous cherchez un toit. Vous êtes à Saint-Fulgence, au Saguenay. Oui. C'est pas évident ces jours-ci dans le marché et pas juste à Montréal, d'un grand centre, de trouver un toit. Vos recherches ont donné quelle sorte de résultats jusqu'à maintenant? Toutes nos recherches, je dirais, qui se sont avérées vraiment infructueuses parce que, comme vous venez de dire, on a peut-être souvent l'impression que la pénurie de logements se passe surtout à Montréal, Québec, mettons Trois-Rivières, genre des très grands centres. Mais au Saguenay, ça se vit aussi. Dans le fond, il n'y a pas de logements disponibles. Et ceux qui le sont souvent à des montants totalement exorbitants, là, qui font comme aucun sens. Combien? Nous, c'est sûr qu'on cherche pour une maison. Donc, déjà, c'est plus grand, mais je voudrais que jusqu'à date, la seule chose qu'on voit disponible, c'est des 5,5. Puis, on parle de 4,5, 5,5 à 2400, 2800 par mois. Ça fait aucun sens, là, de payer ce montant-là pour vivre dans un 4,5 ou un 5,5. Là, je sais que votre cas, Amélie, a été médiatisé dans la région. Même ça vous a pas aidé? Non, parce que justement, moi au début, j'avais une certaine réticence justement à médiatiser notre cas. Je voulais pas profiter d'eux, mais effectivement, il y a des gens qui me disaient oui, mais ça pourrait t'aider à trouver un logement si plusieurs personnes voient. Puis non, ça aussi, c'était absolument rien donné. Parce que comme je dis, de un, il n'y a pas grand-chose de disponible. Puis nous, malheureusement, on vit quand même aussi beaucoup de préjugés puisqu'on a 7 enfants. Mais en fait, là, j'en ai 7, mais j'en ai une qui est au cégep en résidence. Fait qu'en fait, on est vraiment comme 6 enfants, 2 adultes qui cherchent un toit.
mais c'est qu'on va vivre aussi les préjugés. Donc, si je trouve une place, une maison, 4 chambres, j'appelle le propriétaire, la conversation se passe bien, jusqu'à ce qu'on me demande on est pour combien. Et je dis 2 adultes, 6 enfants. C'est un nom automatique. Puis souvent, j'entends aussi ce qui vient avec ça, des commentaires assez disgracieux. Comme quoi? Comme que des familles de 6, c'est sûr que c'est des tout croches, désorganisés. Qu'on est excusé, là, j'aime pas le terme, là, moi, là, je sais que c'est très péjoratif, mais on est entre parenthèses des hostiques de BS, que c'est sûr qu'on va tout maganer, que plusieurs trucs comme ça, là. OK. J'espère que... Je sais qu'on est à Montréal, là, Mme Boucher. J'espère que l'appel va être entendu. Mais là, présentement, vous habitez où? On a réussi à trouver un petit Airbnb temporaire jusqu'en décembre, mais ça aussi, dans le fond, nous, c'est toutes nos économies qui passent là-dessus. Puis c'est un petit 4,5, là. Donc, tu sais, on gère comme vous êtes 6 dans un 4,5? Non, 7. 8 en fait. Les 6 enfants puis les 2 adultes, oui. Les enfants, de quel âge à quel âge, Mme Boucher? De 2 à 18 ans. 2 ans à 18 ans. Dans un 4,5? Oui. Sauf celle de 18 ans, comme je disais. Non, pas évident. Puis aussi, ce qui peut arriver, si, mettons, il y en a un que j'ai réussi à appeler, il pouvait être intéressé, là, c'est à nous louer, mais on me demandait 6 000 $ de dépôt de garantie, plus 2 premiers mois de loyer. Est-ce qu'on n'est pas demandé, on n'est pas censé demander ça, là, selon la législation au Québec, par ailleurs? Non, exactement. On n'a pas le droit de demander de dépôt de garantie. On a le droit de demander 2 premiers mois de loyer, mais on n'a pas le droit de demander de dépôt de garantie. Dans aucun cas, pas de dépôt de clé, pas rien. Mais moi, c'est les conditions qu'on va m'imposer, dans le fond, vu que j'ai beaucoup d'enfants. Pour eux, ça s'explique que si jamais, comme je disais, là, j'aurais détruit la maison, bien, ils vont reprendre cet argent-là pour pouvoir se repayer, là. Donc oui, en ce moment, c'est problématique. Écoutez, je vais vous poser une question. Je vous le dis, là, pas de jugement de ma part, mais les auditeurs vont se la poser. 7 enfants, puis je sais que vous les aimez, là, mais pourquoi? Oui. Pour vrai, je le sais, vous n'êtes pas le seul là, qui m'a posé cette question-là. C'est vraiment un choix personnel. Je le sais qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah, mais pourquoi? » Tu sais, 1 ou 2, c'est assez. Ça s'explique pas comme ça s'explique pas quelqu'un qui désire ne pas avoir d'enfant, quelqu'un qui désire en avoir un seul, 2. Nous, on en avait un. On avait envie d'en avoir un autre. Ça a toujours été comme juste un désir d'avoir une belle grande famille, puis c'est la seule raison. Le pourquoi, c'est ça. Comme je dis, c'est nous, on avait envie d'avoir une grande famille. On était heureux avec ça. Comme je vous dis, comme quelqu'un qui déciderait de juste pas avoir d'enfant. Dans le fond, c'est vraiment un choix qui est personnel. Puis, tu sais, avant cet incendie-là, tu sais, on menait une petite vie tranquille, normale, un peu comme, tu sais, comme tout le monde qui en a 1, 2. Mais nous, c'est ça, c'était notre petite vie, notre routine, notre grande famille à nous. Mais c'était vraiment un choix qui était personnel de vie. On avait juste envie de ça. Je comprends. Puis je vous le répète, c'était sans jugement, mais les gens peuvent se poser la question de nos jours. Tu sais, quand on a 1, maximum 2, parfois 3 enfants, là, c'est assez atypique. Puis on me signale aussi, Mme Boucher, le propriétaire ne peut pas vous demander 2 mois de loyer à l'avance. Il peut vous demander le premier. Écoutez, je sais que ça ne change rien à votre condition, là, je veux dire. Mais c'est bien à savoir, pour les auditeurs aussi. Parfait. Prenez soin de vous. L'appel est lancé. Vous êtes facile à trouver sur les réseaux sociaux. Si jamais quelqu'un a un flash pour vous héberger comme ça au Saguenay. On l'apprécierait, ou même au Saguenay sûr, mais si jamais, comme on dit, c'est sûr qu'on a besoin absolument d'un toit là, pour pouvoir se loger. Là. Bonne chance avec ça, Mme Boucher. Merci. Merci. À la prochaine. Au revoir.